Merci beaucoup pour cette présentation je voudrais bien sûr commencer par remercier l'Institut Convergence Migration et les organisateurs de cette journée pour leur invitation. Alors, le propos de cette journée est de montrer la diversité des sources permettant une histoire des migrations, parmi lesquelles les documents administratifs sont cités dans le programme. Dans les 10 minutes qui me sont imparties, je vais tenter d'exposer comment la collecte d'une administration en charge de l'asile a été mise au service de la connaissance scientifique, ou disons à disposition des chercheurs, depuis 10 ans. Cela va m'amener d'ailleurs à montrer pourquoi les documents administratifs ne sont pas si aisément accessibles qu'on pourrait parfois le penser, et ce qui explique que la chronologie en fait, soit un peu en décalage avec ce qu'a dit Claire Zalk en introduction, c'est-à-dire que c'est depuis 10 ans qu'on fait appel à d'autres sources que les sources administratives, et celle-ci, elle n'est ouverte que depuis 10 ans. Et de même, comme vous l'avez dit, que l'OFPRA est une administration un peu particulière. Alors, je vais la présenter brièvement. Bien sûr, j'imagine que, j'espère que ce ne sera pas trop d'érudites pour tout le monde. Donc, l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est un établissement public administratif qui est doté de l'indépendance fonctionnelle et qui est en charge de la protection des réfugiés et des apatrides en France. Donc, il n'y en a qu'un sur le territoire français. Ces deux missions principales sont: un, de déterminer si une personne demandant l'asile à la France, en application des différents textes juridiques, remplit les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié, d'apatride ou la protection subsidiaire. Cette mission s'appelle l'éligibilité. Et la deuxième mission principale est d'assurer durant toute la durée du statut la protection administrative des réfugiés reconnus, c'est-à-dire en fait remplacer l'état d'origine pour tous les actes essentiels à la vie, notamment l'établissement de l'état civil, qui est le premier acte pour s'intégrer dans un pays. Et cette mission s'appelle la protection. Et c'est je pense, une originalité en Europe de l'OFPRA d'assurer cette mission. L'OFPRA a été créée en 1952 pour appliquer notamment la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951. À ce titre, il doit assurer la protection de ceux qui sont définis dans cette convention, dans l'article 1 à 2, c'est-à-dire qui craignent avec raison, ce sont les mots de la convention, des persécutions dans leur pays d'origine pour un certain nombre de motifs limitatifs, la race, la religion, la nationalité, l'opinion politique et l'appartenance à un certain groupe social. Donc c'est un premier ensemble important. Et aussi, et on l'oublie souvent, de ceux qui ont droit à ce statut au titre des arrangements et des conventions antérieures. C'est l'article 1 à 1 de la Convention. Ces arrangements et ces conventions ont été adoptés entre 1924 et 1939, ainsi qu'en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés, l'ancêtre du HCR, qui a existé entre 1946 et 1951. Alors, ce deuxième fondement de la protection a une grande implication sur la nature de cette administration et sur ses archives. C'est pour ça que je tenais à l'aborder. Sur la nature de cette administration, parce qu'elle a hérité non seulement des missions, des documents, mais aussi des structures et des agents des premiers offices de protection de réfugiés qui ont été actifs en France entre 1924 et 1952, qui étaient organisés par nationalité, comme l'Office des réfugiés russes, qui est le plus connu, et qui étaient issus de représentations diplomatiques ainsi que d'une organisation internationale comme l'OIR. C'est la raison pour laquelle l'OFPRA était sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères de 1952, sa création jusqu'en 2010, date à laquelle elle a été placée sous la tutelle financière et administrative du ministère de l'Intérieur. Et c'est aussi la raison pour laquelle ses premiers agents étaient majoritairement des réfugiés. Il s'agit donc d'une administration qui mêle le national et l'international, ce qui n'est pas sans implication sur les problèmes de source. Alors l'implication sur ces archives est que la conséquence de cet héritage est que la loi créant l'OFPRA prévoit une disposition sur l'inviolabilité de ces archives. Cette inviolabilité est une conséquence de l'aspect international, c'est une forme de déclinaison de l'extraterritorialité, puisque le texte vient directement du texte de création de l'OIR, mais à laquelle s'est ajoutée avec le temps une deuxième raison, qui est l'importance de la confidentialité des informations fournies par les demandeurs d'asile, confidentialité qui s'impose particulièrement vis-à-vis des autorités du pays d'origine. Donc, on a là une source finalement essentielle pour écrire l'histoire de l'asile et de l'immigration aussi en France au XXe siècle, puisque qui dit asile dit droit au séjour, bien sûr, mais aussi une source qui a été inaccessible à la recherche pendant près de 60 ans jusqu'en 2009, à cause justement de cette disposition législative.
Alors, entre 2007 et 2009 a été mené un travail de réflexion pour permettre la communication de ces archives aux chercheurs. La première étape a été bien entendu de déterminer si l'inviolabilité entraîne l'incommunicabilité. Ce n'est pas le même mot, donc ça posait vraiment un problème juridique. Pour répondre à cette question, nous avons inséré l'OFPRA dans le réseau des archives publiques et pu ainsi travailler, obtenir le soutien précieux des archives de France. La deuxième étape, plus symbolique et plus difficile, était de convaincre une institution qui a une mission de protection juridique et donc à la fois qui n'a pas une mission archivistique et qui aussi a une mission de confidentialité, que la conservation de ces archives a, comme le prévoit le Code du patrimoine, outre le but des besoins de justification des droits des personnes, la documentation historique de la recherche. C'est vraiment la deuxième but des archives d'après le Code du patrimoine et depuis la loi de 1979. Donc ajouter un nouvel objectif à ces archives signifiait convaincre l'administration elle-même de l'intérêt historique de ces archives, c'est-à-dire la convaincre aussi de l'intérêt de l'histoire de sa mission dans l'histoire de France, du monde ou dans l'histoire des migrations qui nous occupent aujourd'hui. Et même si ce n'était pas gagné, je dirais que nous avons bénéficié du soutien constant de la direction de l'OFPRA, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors il restait à convaincre le monde de la recherche, parce qu'en effet, parmi les raisons de la longue inaccessibilité de ces archives figure, je crois, le long désintérêt pour ces sujets de recherche que sont la politique d'asile et les réfugiés. Ce désintérêt qui a aussi été celui de l'histoire migratoire, hein, il a duré plus longtemps sur l'asile, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer. Alors la décision d'ouverture a été prise en 2009 sur la base de conclusions d'un groupe de travail. Elle a d'abord amené à définir un délai de communication qui est important que vous connaissiez. Donc toutes les archives nominatives se sont vues appliquer au minimum le délai de 50 ans, celui de l'article L213.2 du Code du patrimoine pour la protection de la vie privée. Autre élément de la protection des conditions d'accès, la confidentialité de toutes les informations a conduit à ne pas verser ces archives aux archives nationales. C'est donc une exception à la règle. Et à ne pas donner accès aux chercheurs aux instruments de recherche nominatifs, en l'occurrence les fichiers manuels et les bases de données. Tout simplement parce que toutes les informations sur l'ensemble des réfugiés se trouvent dans ces bases de données. Donc c'est la mission Histoire et Archives que je dirige qui fait les recherches elle-même, qui donc aide et conseille les demandeurs. Et de ce point de vue, il est très important de compter sur une équipe d'archivistes très impliqués, parce qu'on n'est que 3, et que les bases de données n'ayant pas été spécialement conçues pour la recherche, il n'est pas toujours facile de construire l'objet avec le chercheur. Alors, en plus, il faut savoir que les archives de l'OFPRA comprennent en volume avant tout des dossiers nominatifs, des dossiers de demandeurs et réfugiés. Parce qu'en fait, dans ces fonds, même s'il y a des pertes entre 24 et 52, il y a les dossiers, normalement, de tous ceux qui ont demandé la protection de la France depuis 1924, au titre de ces différentes conventions. Ça représente 10 km linéaires d'archives. Environ 1,7 million de dossiers, c'est vraiment un ordre de grandeur parce que c'est difficile de l'évaluer, et 1 million de personnes protégées. Alors, les archives administratives dites policy dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire les rapports d'activité, la documentation, les conseils d'administration, ont été beaucoup moins bien conservés, beaucoup moins bien classées et n'étaient pas inventoriées. C'est d'ailleurs assez révélateur, mais bon. Elles sont beaucoup moins importantes en volume et environ, pour l'instant, on a évalué 340 mètres linéaires, mais elles sont indispensables et on a mené un gros travail de reprise. On a pour l'instant classé et inventorié 61 mètres linéaires et cette fois-ci, les inventaires sont accessibles aux chercheurs directement. Mais comme il y a eu de nombreuses pertes, on a aussi été amené à constituer d'autres collectes, alors des recherches de fonds privés, enfin privé c'est un peu entre guillemets, mais bon, voilà, de fonds privés, aussi des recherches de fonds perdus, enfin pour l'instant non identifiés, disons, et aussi une collecte de témoins d'archives orales filmées, de témoignages d'acteurs qui a été menée en partenariat avec la Contemporaine et les archives départementales du Val-de-Marne. L'accès se fait donc à l'OFPRA, c'est-à-dire à Val-de-Fontenay, dans son siège, dans une salle de lecture ouverte sur rendez-vous. Et on a aussi fait, je n'aurai pas le temps de le développer, mais une mise en ligne, enfin un portail d'accès en ligne d'archives très anciennes qui a ouvert en 2018. Voilà, je pourrais répondre aux questions si vous le souhaitez. Alors l'une des décisions importantes a été de mettre en place un comité d'histoire en 2010, dans lequel sont représentés des services d'archives et qui comprend aussi des chercheurs. C'est très important pour une administration dont ce n'est pas le but de communiquer les archives. Je ne peux pas citer ici tous les membres de ce comité, mais je dois souligner la part très active qui prennent depuis le début Claire Mouradian, qui est dans la coordination du conseil scientifique et qui est notre lien avec un partenaire archivistique essentiel que sont les archives diplomatiques,
du fait de la longue tutelle sur l'OFPRA, ainsi que Zovinar Kevonian, ainsi que Marianne Amar, ainsi que Geneviève Dreyfus-Armand et Catherine Goussef. D'autres nous ont fait le grand plaisir de nous rejoindre dans la nouvelle commission, notamment Paul-André Rosenthal et Anouche Kunt. Les objectifs de ce comité sont de nous accompagner dans la définition des conditions de communication des archives, d'orienter les étudiants, de nous aider dans la valorisation et de faire des restitutions. À la fois des restitutions grand public, pour nous c'est important, ainsi que des restitutions scientifiques. Alors je ne peux pas mentionner les journées d'études qu'on a organisées, mais je veux juste citer la publication que vous connaissez peut-être du premier ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2017 et qui s'intitule « Réfugiés apatrides, administrer l'asile en France 1920-1960 » et dire que nous préparons actuellement le second ouvrage, je suis très près de la conclusion, pour 2021, sur la période suivante, des années 60 à la fin des années 80. 10 ans après, les résultats de cette ouverture sont très importants. Elle a permis de faire de ces archives un objet d'histoire, avec une augmentation exponentielle des demandes de consultation, des soutenances de mémoire de master et de thèse, fondées en partie sur ces archives, et l'apparition de nouvelles problématiques et de travaux sur les nouvelles périodes. En conclusion, je voudrais souligner l'importance de la mise en réseau et en relation de tous les fonds d'archives sur le sujet. Le sujet des migrations et celui de l'asile implique un grand nombre d'acteurs, nationaux, internationaux, et donc un grand nombre de fonds d'archives, notamment administratives, aux côtés des archives associatives et privées. Je ne crois pas qu'on puisse les opposer, et je crois que leur lecture doit être commune. Qu'il me soit permis enfin de souligner l'importance de l'alimentation mutuelle de la recherche généalogique et de la recherche scientifique. Les descendants de réfugiés sont quand même les plus nombreux dans notre salle de lecture. Ils nous apprennent beaucoup de choses sur ce domaine encore incomplètement déchiffré et leur quête alimente notre travail d'archiviste qui nous permet d'aider les chercheurs. C'est grâce à ce lien que nous avons pu notamment cette année publier un travail sur la protection des réfugiés espagnols qui intègre des récits personnels et des documents familiaux et que je tiens à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention.